Chapitre 15. Le diplôme d'architecte. Vers fin juin, début juillet 1968, malgré les événements, j'avais réussi toutes mes valeurs et je me retrouvais en première. Autres projets, courts, longs, les esquisses, cours de législation, de matériaux, d'acoustique et d'autres, alternés par des charrettes en agence. Je suis perturbé par la rupture avec Sandy. Voilà l'intermède de l'armée en mars 1969. Puis, de retour, je reprends mes bonnes vieilles habitudes d'aventure féminine qui défilent sans que j'en sois marqué. Rue Grégoire de Tours, en plein Saint-Germain-des-Prés, je suis bien positionné pour faire des rencontres intéressantes. 1er avril 1969. On croirait un gag. C'est pourtant authentique. Je débute chez un architecte qui s'appelle Poisson. La charrette la plus dense que j'ai vécue a duré 100 heures en une semaine. J'avais été engagé pour dessiner une grande perspective, la plus grande que j'avais eu à réaliser jusqu'à ce jour, et qui se révélait être un gros morceau, d'immenses bâtiments avec des fenêtres partout, partout, partout. On avait demandé un spécialiste du dessin en perspective et je m'étais présenté, bien que je n'étais pas vraiment spécialiste en la matière. Mais j'aimais beaucoup construire ces grands dessins où on pouvait donner l'impression du vrai, de la profondeur, du lointain. J'avais déjà envie de percer la feuille de papier par l'illusion du dessin. À cet âge, j'étais plein de forces non canalisées et je dispersais mon énergie un peu n'importe comment. En particulier, je trouvais encore le temps de fréquenter les boîtes de nuit de Saint-Germain-des-Prés. Je m'y sentais chez moi, comme dans un village centre du monde. Un soir, en descendant l'escalier de chez Castel, qui était le lieu le plus chic du moment, je suis passé juste à côté de l'architecte pour qui je dessinais cette perce. Heureusement, il ne m'a pas vu, car il n'aurait pas du tout apprécié qu'un de ces nègres fréquente les mêmes endroits que lui. L'architecture n'est pas un milieu très égalitaire. En 1969, les agitations d'extrémistes gauchistes ont repris sporadiquement. En début de soirée, je raccompagne Bernard Bourgade. Il habite de l'autre côté de la Seine, près de la rue de Rivoli, rue de l'Arbre Sec, une très ancienne rue de Paris. Il préfère rentrer à pied plutôt que prendre le métro. Arrivé sur le quai, nous découvrons un cordon très important de CRS équipé pour la charge. Oh, oh, oh. Attention, prudence, prudence. Bernard passe le cordon sans difficulté et je m'en retourne chez moi par la rue Mazarine. Tout à coup, j'aperçois au bout de la rue une charge policière sur toute la largeur, poursuivant un groupe de manifestants. Ils se dirigent vers moi. Il n'est pas question que je me tienne tranquillement au bord du trottoir. Ils ne font pas de distinction et tabassent tout ce qui est devant eux, principalement les jeunes. Je repars en courant dans l'autre sens. À l'autre bout, ils se sont mis en mouvement. Je suis pris en tenaille. Un autre jeune type se trouve dans ma situation. Vite, vite, on essaye d'ouvrir des portes d'immeubles. Une s'ouvre. On s'y engouffre en toute hâte. On va au fond de l'entrée, sans allumer la lumière, et on se dépêche de grimper dans le noir les escaliers jusqu'en haut. Attente inquiète, tout essoufflé. Le seul bruit est celui de nos cœurs qui battent la chamade. La porte s'ouvre brutalement. Les policiers pénètrent dans l'entrée. Ils allument la lumière, vont jeter un œil dans la cage d'escalier. On se tient quoi, plaqué contre le mur. Ne voyant rien, ils repartent. Par prudence, on attend 10 minutes, un quart d'heure, puis on ressort et repart, chacun de son côté. Après quelques pas, même scénario. Deuxième vague policière à chaque bout de rue. On est trop loin de l'immeuble pour pouvoir y retourner. Le garçon que j'avais côtoyé, se sentant perdu, se jette à plat ventre pour se cacher au-dessous d'une voiture en stationnement. Je suis debout, seul et indécis au milieu de la rue. J'ai peur, mais que faire? J'entends qu'on m'appelle. Des amis sont immobilisés dans la file d'auto bloquée par la manifestation qui a dégénéré. Ils m'invitent à les rejoindre dans leur voiture, ce que je m'empresse de faire avec soulagement et 1000 remerciements.
La vague policière arrive à la hauteur de la bagnole sous laquelle s'est réfugié mon compagnon d'infortune. Badu, les policiers le font sortir à coups de matraque et le tabassent copieusement. Je frissonne de peur quand il défile de chaque côté de la voiture, sans me prêter attention. J'ai vraiment eu chaud ce jour-là. Mon esprit protecteur avait bien rempli son rôle. L'atelier Chappé et Lenormand, si agréable, n'était pas tellement propice aux études qui commençaient sérieusement à me peser. Dans ma hâte à vouloir terminer au plus vite, je suis allé m'inscrire à UP2, Unité pédagogique numéro 2. Après mai 68, l'école des beaux-arts avait éclaté en unité dite pédagogique. Il ne restait plus grand-chose de la fraternité des ateliers avec leur patron. À présent, on avait des enseignants. C'était devenu très scolaire, besogneux, petit. Longtemps après, j'y suis repassé. J'ai trouvé que c'était encore pire qu'après 68. Il y a bien encore des bâtiments, mais complètement vides de la substance qui avait fait la renommée mondiale de cette école autrefois prestigieuse. Je m'en suis définitivement éloigné. Dans cette UP, j'ai retrouvé d'anciennes connaissances, sans qu'on se soit concerté, de chez Avaroni, et aussi du lycée technique Vauban de Courbevoie. Alain Burel et Bernard Bourgade étaient là. Même l'école de la SNECMA était représentée, avec Jean-Paul Castanet, que je retrouvais encore. À quelques-uns de ses copains, nous avons formé une équipe de travail. C'était très à la mode de travailler en équipe après 68. Mais à mon avis, c'est un non-sens pour un architecte. Un architecte est celui qui décide. À plusieurs, les responsabilités s'estompent derrière non pas le plus doué, mais celui qui a la plus grande gueule, sans parler des tirs au flanc, qui se déchargent de leur part de travail sur les autres. Malgré tout, nous avons réussi à créer quelques projets ensemble et qui ne manquaient pas d'allure. Le plus intéressant, un centre d'information. À cette époque, nous ne devions pas nous contenter de dessiner des plans. On devait aussi créer le programme à proposer aux promoteurs civils ou institutionnels. Je ne sais plus lequel d'entre nous en a eu l'idée le premier. Ce n'était pas moi. Mais par la suite, j'ai eu l'occasion de développer ce concept avec une autre équipe dont j'étais l'animateur cette fois. Nous étions en 1970, il ne faut pas l'oublier, car depuis un certain nombre de nos propositions se sont réalisées en France. Le fil directeur de ce centre venait de toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer pour obtenir la moindre des informations administratives ou autres. Ce centre devait être un lieu où toute personne pouvait obtenir tous les renseignements possibles sur toute chose, ou dans le cas d'impossibilité, au moins la marche à suivre. Entre parenthèses, n'oubliez pas qu'Internet n'existait pas. Fin la parenthèse. Partant de l'évidence que les renseignements fondamentaux nécessaires dans une ville sont d'abord liés à la chose bâtie, qui conditionne le mode de vie des habitants, ce centre devait être d'abord un centre d'urbanisme ouvert à tous, mais ne se contentant pas d'exposer des projets. On devait faire participer tous les habitants à la création ou l'amélioration de leur habitat. Entre parenthèses, vœux pieux et utopiques quand on voit le résultat des conseils de quartier institués à Paris qui sont censés faire ce travail en 2008. Ils ne sont pas du tout représentatifs, avec une cinquantaine de participants sur 30 à 50 000 habitants. En tout cas dans mon quartier. Fin de la parenthèse. C'était la partie programme du projet. La partie construction, je l'ai étudiée avec l'équipe suivante que j'animais cette fois. Comme j'avais compris le fonctionnement du travail en équipe, j'avais choisi des coéquipiers qui m'ont laissé imposer mes conceptions. J'en ai profité pour inventer une structure nouvelle. J'ai travaillé assez longtemps dans une agence pour pouvoir m'inscrire au chômage quand on n'a plus besoin de mes services. C'est la première fois. Je vais recevoir une allocation sécurisante. Ça me donne de l'air pour quelques mois. 24 juin 1970, rue de Bussy. J'avise une charmante asiatique encombrée de bagages. Galamment, je l'aide à porter ses valises jusqu'à son hôtel. Hatsumi sera ma première rencontre japonaise enchanteresse. Malheureusement, elle est une étudiante de passage et notre aventure ne dure pas assez longtemps à mon goût. 7 juillet 1970.
c'est les vacances. Je décide de passer quelques jours sur la Côte d'Azur. Derrière moi, sur ma petite moto Suzuki de 125 cm3, pas très puissante, un peu poussive, il y a une passagère, Ingrid. Elle a à peu près 18 ans. J'avais des vues sur sa mère, mais même si je lui plaisais, elle ne voulait pas d'aventure de passage avec un petit genou. Apprenant que je descendais dans le sud, elle me demanda de transporter sa progéniture hippie, contrairement à elle, assez bourgeoise. Elle pèse son poids, la grande Ingrid. Mais brave petite machine, on arrive à bon port, un peu fatigué, à la nuit tombée. Je lui ai réservé une surprise. J'adore les surprises. Je ne lui ai pas dit où on allait. Il fait nuit noire. Le projecteur de la moto éclaire difficilement la petite route perdue au fin fond de l'Ardèche. Je trouve enfin. Au bout d'un long chemin caillouteux, on arrive devant une grande bâtisse en pierre, à l'allure sinistre dans la nuit. Le maître de maison nous accueille très amicalement. Ingrid frissonne d'inquiétude. Il est complètement défiguré, la face ravagée par un incendie dans sa jeunesse. Quand il lui tend la main, nouveau sursaut. Ce sont des serres racornies par le feu, à la suite de l'explosion du gaz chez ses parents, qui y laissèrent la vie. Dracula? Frankenstein? Non, c'est Momo, un peintre que j'ai connu aux Beaux-Arts et qui a préféré s'exiler au fin fond de l'Ardèche pour fuir le regard inquiet des gens. Il vit comme un gentleman farmer au milieu d'une vaste propriété. Le lendemain, il nous montre que tout autour, à perte de vue, c'est chez lui. Il est très content de ma visite et heureusement pour Ingrid, sa femme est très jolie. Le couple nous offre l'hospitalité avec joie. Dans les pince-fesses ou balles d'atelier, quand on s'approchait de cette belle femme, un camarade venait nous dire à l'oreille « Attention, c'est la fiancée de Momo ». Immédiatement, on se détournait. En plus de sa souffrance terrible, on n'allait pas lui infliger une peine de cœur. Le lendemain, on repart pour Saint-Tropez. On se balade sur le port et le soir venu, n'ayant pas les moyens pour un hôtel, on part dans la nature trouver un coin tranquille au fond d'une forêt pour dormir enroulé dans ma bonne vieille couverture. Ingrid n'est pas mal du tout et je ne peux pas résister à lui faire l'amour, bien qu'elle m'ait mis en garde. Elle veut bien, mais il y a un problème. La pulsion sexuelle est trop forte. Le lendemain, on se sépare. Elle poursuit son chemin à l'aventure. Je rentre à Paris, direction rue d'Assas, centre prophylactique, Chaude-Pisse. 30 juillet 1970. Je passe une audition pour la comédie musicale qui a révolutionné le monde entier, Hair. Ce spectacle, c'était de la chanson sur scène permis à de non-professionnels et c'était la révolution des cheveux longs pour les hommes. C'est un sujet dont on parle peu, les cheveux. Pourtant, ils ont une importance capitale dans la vie des gens, et des hommes tout particulièrement. Isidore Ducasse, dit comte de Lautréamont, le seul écrivain ayant vraiment parlé du cheveu à ma connaissance, a décrit d'une façon magistrale la danse d'un cheveu ensorcelé qu'observait Maldoror à travers le trou d'une serrure. Les miens ont suivi un curieux destin. Quand j'étais petit, j'avais un cheveu sur la langue, ça commençait bien, et me renfonçait dans ma timidité à chaque fois que quelqu'un y faisait allusion. Bébé, j'avais des cheveux blonds vénitiens, un peu cuivrés et très bouclés, à un point tel que le gag de mes parents était de montrer des photos de ma sœur Martine, plus jeune de 3 ans 3/4, et de moi, prises au même âge. À tous les coups, on montrait ma photo comme étant celle de ma sœur. Ça ne me faisait pas tellement plaisir d'être pris pour une fille. Surtout qu'au moment où le gag a eu le plus de succès, je devais avoir une dizaine d'années. Depuis fort longtemps, je n'avais plus de boucles, mais une belle brosse, parfaitement dynamique et sportive, que j'ai dû endurer pendant des années avant d'obtenir l'autorisation paternelle de voir un peu pousser mes cheveux. Après, pendant toute mon adolescence,
Ils ont cherché leur personnalité en faisant une forte consommation de miroirs, en même temps que moi en fait. Ils changeaient parfois plusieurs fois par jour de forme, de raie, de côté, etc. J'avais l'indispensable peigne dans la poche arrière du pantalon et je rêvais de porter un blouson noir. J'ai bien essayé la coupe rocker avec les cheveux croisés par derrière, bien gominés, mais décidément ça ne me convainquait pas. En tout cas, quelle que soit la coupe, il n'y avait jamais un cheveu qui dépassait. J'y veillais constamment. Progressivement, je me suis un peu désintéressé des recherches esthétiques capillaires. Mais mon arrivée aux Beaux-Arts m'a ouvert des horizons tout à fait nouveaux sur les possibilités de la chevelure humaine. Je découvrais l'arme absolue de répression des ateliers, mais aussi l'instrument de création artistique le plus surprenant, la tondeuse à main. Je rappelle qu'à cette époque, la société était très figée et qu'il était très mal vu de se distinguer de trop, particulièrement au niveau de la coiffure, qui devait rester dans les normes de la bienséance. Maintenant, on a vu tellement de réalisations capillaires plus saugrenues les unes que les autres qu'on n'y prête plus vraiment d'importance en ces débuts du XXIe siècle. Chaque atelier était équipé au moins d'une bonne tondeuse mécanique. On comprend beaucoup mieux le passage du règlement interne où il était dit que le nouveau est taillable et corvéable à merci. Et c'est bien dans le sens de tailler une haie, par exemple, qu'il faut l'entendre. Ainsi, pour toute faute commise vis-à-vis d'un ancien ou de l'atelier, on risquait toute une gamme de brimades, plus ou moins bien acceptées, mais impossible à éviter. Il y avait de grands artistes dans l'art de la brimade, tel celui qui avait transformé ce pauvre garçon traînant piteusement sur les bords de la Seine, ne sachant plus où aller. Il était complètement nu, le corps couvert de feuilles mortes collées, avec une longue corde pendant entre les jambes. Des feuilles mortes attachées tout le long. En plus, il était tondu, complètement. C'est fou le nombre de possibilités existantes pour tondre quelqu'un. Évidemment, un tondeur débutant serait porté à tondre complètement la boule à zéro. Quelle erreur! Quel gâchis! En fait, si on s'y prend bien, on peut faire durer le plaisir comme dans les supplices chinois. Il n'était pas question de faire unifier le travail de l'artiste par un coiffeur pendant quelques jours, ce qui laissait le temps de voir évoluer l'œuvre. C'est fou ce que le passe-montagne se portait bien en dehors de l'école, évidemment. À défaut, il ne nous restait plus qu'à rentrer fort tard à la maison en rasant les murs ou le regard perdu très lointain dans le métro. Impératif, surtout pas de rencontre. Dans les couples les plus remarqués, il y avait la tonsure de moine, beaucoup de succès. Le coup de tondeuse unique remontant jusqu'au sommet du crâne, derrière ou sur un côté, même voire sur les deux côtés. La moitié de la chevelure tondue, l'autre non. La coupe à la Iroquois. Elle a fait fureur bien avant qu'elle ne vienne à la mode chez les punks. La lettre initiale remportait un vif succès. Imaginez-vous avec votre initiale sur la tête, ou pire, celle de votre persécuteur. On trouvait aussi des damiers ou échiquiers, avec des variations dans la longueur des cheveux de chaque case. C'était un spectacle fort réjouissant pour les autres. Puis, bien que je n'ai jamais été élu ancien, on a fini par laisser pousser mes cheveux. Et ils ont poussé, poussé, tant par esprit de liberté que par mode. C'étaient les hippies, les petites fleurs, peace and love, les vêtements exotiques et bariolés, les cheveux longs. J'ai eu tout ça. Les cheveux sur les épaules et même des clochettes portées au bas de pantalons mexicains à rayures multicolores. Dommage que la mode en soit passée. C'était très agréable, ce son cristallin à chaque pas, chaque mouvement. Et il y a eu Air. Quel spectacle, quelle joie de vivre, quelle révolution, cette comédie musicale symptomatique de cette époque. On montrait des gens nus sur scène. Cette fois, ce n'était plus seulement dans les environs immédiats des Beaux-Arts, mais dans une salle de spectacle. Tout le monde dansait, uni sur la scène à la fin du show. À plus d'un titre, cette pièce représentait
une sorte d'espérance pour une grande partie de la jeunesse. Dans le monde entier, il y a eu une vague de changements grâce à son succès prodigieux. Elle a soufflé un vent de liberté dans de nombreux pays plus ou moins dictatoriaux ou simplement figés. On peut dire qu'il y a eu avant, et après. On le constatait surtout à la mode vestimentaire qui changeait et à la longueur des cheveux chez les garçons. J'avais la chance de connaître un certain nombre d'acteurs américains, principalement noirs, qui y jouaient ou dansaient, comme Tony Clark, par l'entremise de Sandy, avec qui j'étais toujours en relations amicales. Grâce à eux, j'ai vu la pièce à peu près une cinquantaine de fois par morceau, tantôt le début, tantôt le final. Quelle chasse cafard! À chaque fois que je me sentais un peu déprimé, ce qui était assez fréquent à cette période, je sautais sur ma petite moto rouge Suzuki et me précipitais porte Saint-Martin. Coïncidence ou signe, quelques années après, je suis venu m'installer tout près de ce théâtre qui avait tenu une si grande place dans ma vie. J'adorais me promener dans les coulisses. C'est d'ailleurs ce qui m'a toujours le plus intéressé dans le monde du spectacle. Et aussi, de façon plus générale, savoir ce qu'il y a derrière les apparences. Je rêvais de faire partie de la troupe, pas comme comédien, comme chanteur. Depuis mon enfance, je rêvais d'être chanteur. Je me voyais assez bien dans le premier rôle, rien que ça. D'autant qu'il était tenu à l'époque par Julien Clerc. Cela me semblait possible parce que, pour la première fois, c'était un spectacle qui s'ouvrait aux débutants. Dès les premières auditions, je m'étais précipité avec un tel trac que pour la seule fois de ma vie, je me suis retrouvé complètement aphone. Pas un son ne sortait de ma gorge. Peut-être était-ce un signe du destin, mais je n'ai pas renoncé. Et beaucoup plus tard, je me suis préparé à d'autres auditions. Je charmais mes voisins du matin au soir, enfin presque. J'ai été obligé de faire un choix capital. Chanter ou fumer. Je ne pouvais vraiment pas faire les deux à la fois. Alors, j'ai profité d'avoir une motivation suffisamment forte, après des centaines d'essais infructueux, pour arrêter de fumer définitivement. C'est même tellement définitif que je suis devenu allergique à ce tabac qui m'avait tellement captivé. Je ne le supporte plus du tout, ni même l'odeur. Ensuite, il m'a fallu des années et des problèmes de dents découronnées pour abandonner la sale manie de mastiquer les chewing-gums qui avait remplacé le tabac. En résumé, si vous voulez arrêter de fumer, arrangez-vous pour qu'on monte une comédie musicale dans laquelle vous avez envie de chanter. C'est très efficace et très simple, comme vous pouvez le constater. Donc, ce 30 juillet 1970, c'est le grand jour pour lequel je me suis tant préparé. J'attends, fébrile, mon tour de passage dans les coulisses. J'entre sur scène. Elle me semble immense. Le trac est là. Je me sens coincé, bloqué, mal, devant le trou noir de la salle. Je suis dédoublé. Un, lucide, qui observe et critique durement ma prestation, et l'autre, qui essaye pitoyablement de pousser sa chansonnette. Quand j'ai terminé, le producteur m'appelle près de lui dans la salle. Je m'assois. Bertrand Castelli m'interroge sur mes occupations habituelles. Il me dit que j'ai une jolie voix et que je ne chante pas trop mal, mais me conseille très gentiment et avec beaucoup de précaution de continuer mes études d'architecte. J'ai enfin compris que quelles que puissent être mes qualités de chanteur, ce n'était pas ma voix de donner de la voix de cette manière. D'autant que j'avais fait auparavant le tour de quelques studios d'enregistrement où la chanson m'était apparue sous un aspect plutôt décourageant. Une dernière fois, j'irai malgré tout le 22 septembre au studio des disques Polydor
pour arriver à la même conclusion. Chanter, c'est bien, c'est agréable, mais toujours la même chanson. Il aurait fallu savoir ce que Tino Rossi ressentait réellement à chaque petit Papa Noël, quand il ne pensait pas à son compte en banque. Je n'étais pas compositeur, seulement interprète, et de jazz, et de scat. C'est une improvisation sans parole. J'allais être une marionnette comme il y en a tant dans ce métier, rejetée dès que la mode est passée. J'en fus tellement dégoûté que je n'ai plus eu envie de chanter depuis. J'en avais pourtant longtemps rêvé, pas seulement de chanter, mais aussi d'être partie intégrante de la musique. Quand les chants de connexion sont apparus, j'ai su que j'avais trouvé ma voie. Ce que je portais en moi depuis toujours se révélait enfin. Mais c'est une autre histoire. Après mon abandon du tabac et de la chanson, mes cheveux ont raccourci. Il faut dire que les cheveux longs ne sont pas très pratiques. Ils sont devenus très courts pendant une vingtaine d'années, puis ont repoussé, mais gris-argent cette fois, jusqu'à former une queue de cheval. L'essaimage de cheveux gris devenant trop gênant, ma tête a retrouvé la forme du crâne. Fin septembre, je prends un verre au comptoir de la Palette, à l'angle de la rue de Seine et de la rue Jacques-Callot. Il y a quelques membres de la colonie de peintres hollandais descendants de Rembrandt ou de Van Gogh. Parmi eux, une de leurs compatriotes, rousse, aux cheveux longs et taches de rousseur. On sympathise tellement qu'on passe 5 à 6 mois à se fréquenter. Elle s'appelle Vika. Son frère est un chorégraphe très réputé à la télévision. Elle habite un bel appartement sur le boulevard Saint-Michel, près du Luxembourg. Vika est très intelligente, douce et sensible. On s'entend bien, sauf dans l'intimité. Je la trouve trop passive et je suis gêné par son odeur de rousse. C'est dommage, je l'aimais bien. Pour mon dernier projet, avant d'être diplômable, j'avais constitué une équipe dont faisait partie ce fameux Jean-Paul Castanet, que je retrouve pour la dernière fois. On va étudier la construction de ce centre d'information dont on avait écrit le programme avec l'équipe précédente. J'avais pensé le construire en acier par un système modulaire que 2 ou 3 techniciens spécialisés auraient pu assembler après la fabrication en usine. C'était une sorte de mécano dont la partie la plus intéressante était la construction du plancher. Au lieu d'utiliser de grandes poutres, telles que cela se pratique habituellement, j'avais imaginé des caissons triangulaires en tôle pliée et assemblés par boulonnage. Tout était boulonné. Ces caissons étaient d'une dimension telle que 2 hommes pouvaient le porter facilement. Partant d'un poteau sur lequel on boulonnait les premiers caissons, tous assemblés sans échafaudage, jusqu'à des portées assez importantes, avec seulement l'aide d'engins de levage légers. Mais quelle hauteur donner à la partie pliée faisant office de poutre? Une partie de l'équipe s'en alla donc à l'école des arts et métiers afin de la calculer sur ordinateur. C'était le début d'une collaboration entre écoles. Le résultat fut très long et difficile à obtenir en raison de la complication du calcul de cette poutraison dite en nappe. Mais j'en fus très satisfait. Il correspondait à la dimension que j'avais trouvée intuitivement. Par la suite, et surtout avec mes recherches sur la reproduction du son, j'ai pu constater l'importance de l'intuition reposant sur une forte expérimentation et le développement des capacités sensorielles que ne peuvent pas remplacer les instruments de mesure. Pour le sol, j'avais prévu un système d'emboîtement de dalles type sandwich, caoutchouc et produit insonorisant, s'insérant directement dans les perforations du métal. Quant aux baies vitrées, elles n'étaient et ne sont encore que des projets de science-fiction, mais probablement réalisables dans un avenir plus ou moins proche.
puisque de grandes sociétés du verre travaillent déjà dans cette direction. Il s'agissait de panneaux de verre ou similaires, de plusieurs épaisseurs, avec des vides entre les parois, allant du sol au plafond. Ils comportaient un système communiquant de l'un à l'autre, permettant de faire circuler un ou plusieurs gaz différents à l'intérieur. Ces gaz, excitables électriquement à la manière d'un néon, devaient à la fois isoler du froid et du chaud et éclairer sur toute la surface du panneau. Il devait y avoir des couleurs modulables par commande manuelle ou automatique et s'opacifier vis-à-vis du soleil. La façade aurait pu ainsi être multicolore et changeante au gré de la fantaisie des occupants et du temps. Un projet très intéressant auquel je ne pensais plus, quand un jour j'allais me promener sur le parvis de la Défense à Courbevoie. Il y avait une grande bulle gonflée qui exposait les projets de ce gigantesque ensemble architectural. En les contemplant, d'un seul coup, je tombe en arrêt devant les photos de l'école d'architecture de Nanterre construite par Calice. C'était trop. Mon projet, ma structure, mais bité entre guillemets, c'est-à-dire copiée en termes d'architecte, ou disons fortement inspiratrice. On pouvait facilement s'en rendre compte, car là où j'avais pensé à une fonction précise, il n'y avait plus qu'une forme plus ou moins décorative. D'ailleurs, il n'y avait que l'enveloppe extérieure, les volumes qui ressemblaient à mon projet. Pour le reste, ce qui faisait l'intérêt essentiel de ce parti avait disparu. J'aurais pu me perdre en conjectures sur cette relation étrange avec mon projet, mais comme ce cher Caliste était l'enseignant chargé de suivre mon équipe dans ce projet, je n'ai pas eu de mal à suivre la filiation. Il faut dire que ce genre d'incident était très fréquent aux Beaux-Arts, où les patrons, puis les enseignants, s'inspiraient souvent des études de leurs élèves, sans rien leur dire, bien entendu. Malgré tout, j'ai conservé une grande estime pour cet architecte si chaleureux. Lui pouvait construire, moi pas. Peut-être même s'est-il inspiré inconsciemment. Ceci aussi était fréquent. Je regrette en tout cas de n'avoir pas participé à la construction de ce projet. J'aurais peut-être pu y apporter quelques idées. 17 mars 1971. Je viens de recevoir le buggy que j'ai commandé. Je démarre très prudemment, osant à peine toucher la pédale d'accélérateur, tant il bondit comme une fusée. J'ai été mis en contact avec un architecte installé au Maroc, Azagouri, propose de m'embaucher dès que j'aurai passé mon diplôme, sous peu. J'irai m'installer à Casablanca, au soleil, dans l'exotisme, au milieu de gens chaleureux. Basta la grisaille, adieu Paris, au revoir la France. Il me faut un véhicule décapotable, original et pas trop cher, pour circuler là-bas. Justement, c'est la mode qui fait fureur en Californie, d'un type nouveau de véhicule, créé au départ pour rouler dans les dunes de sable. À l'origine, on l'appelait un beach buggy, parfait pour rouler sur les plages marocaines ou dans le désert. On prend une Volkswagen d'occasion, la coccinelle. On lui retire sa très lourde carrosserie. On coupe le châssis pour le raccourcir et on l'équipe d'une nouvelle carrosserie en fibre de verre, sans toit et laissant le moteur à l'air. Une très belle forme, tout en rondeur, rouge pour moi. On lui rajoute des roues larges avec des jantes en aluminium du plus bel effet. Des sièges baquets noirs avec appui-tête comme pour une voiture de course. Un petit volant très sport. Des projecteurs chromés en relief sur l'avant lui font comme des yeux. Et une belle capote blanche, ça en jette. Comme les roues dépassent de chaque côté, très vite, dès que je l'ai en main, je deviens le roi de la circulation. Toutes les autres voitures s'écartant en vitesse de peur que je ne vienne frotter leur carrosserie.
Comme le buggy est beaucoup plus léger que la Volkswagen d'origine, il a des départs fulgurants. C'est très amusant dans les rues de Paris. Il ne va pas très vite en pointe, mais ça n'a aucune importance. Je suis paré pour le Maroc. 30 mars 1971, 15 heures. Je passe enfin devant le jury du diplôme d'architecte. Il y a une dizaine de juges, architectes, ingénieurs, sociologues. C'est très intimidant. J'ai tenté un pari risqué, obtenir mon diplôme sans dessiner le moindre plan. Simplement, sur la remise d'un dossier présenté de façon tout à fait inhabituelle et accompagné des explications indispensables, le dossier n'étant qu'un support à la parole. Il est très épais, résultat de plusieurs mois de recherche. Ce sont essentiellement des photos découpées dans des magazines à grand tirage, accompagnées de commentaires et de titres écrits à la main, libres et en couleur, à la façon psychédélique. On est loin des caractères classiques qui étaient de rigueur il y a peu de temps. 68 est passé par là, et on peut se permettre ce qui était impensable avant. Cette étude, n'importe qui s'en donnant la peine pouvait la faire. À cette époque, elle ne portait pas de nom. En tout cas, pas de nom connu du grand public. À présent, elle est la clé de notre société, de notre survie, et on l'utilise tous les jours. C'est l'écologie. Point de départ de ma réflexion. À mon sens, il y a deux façons d'envisager le rôle de l'architecte. Le premier, c'est celui qui fait son métier le mieux qu'il peut, avec de temps en temps un peu de création, mais surtout des occupations peu exaltantes, comme les problèmes de copropriété ou de voisinage. Il gagne plus ou moins bien sa vie et ne se pose pas d'autres questions. C'est le cas le plus fréquent. Le deuxième a des aspirations plus élevées, plus idéalistes, et souhaite améliorer la vie des habitants de la planète. Dans ce cas, celui qui m'intéresse, si on veut pouvoir agir efficacement, il faut d'abord étudier le monde dans lequel on vit. Il faut aussi pouvoir agir au niveau de l'urbanisme d'un quartier important au minimum, et le prévoir d'après ce que les diverses études laissent entrevoir, ce que pourrait être la vie dans 30 à 50 ans. Étant né à Courbevoie, dans ce qui est devenu le quartier de la Défense, j'ai bien vu le temps qu'il a fallu pour qu'il soit avancé au point d'être habitable. Les premières études remontent au début du XXe siècle, dans les années 20, après la guerre de 1914-1918. L'avenue de la Défense s'appelait ainsi pour commémorer la victoire, entre guillemets, de Bougival sur les Prussiens dans la défense de Paris pendant la guerre de 1870. Après la Première Guerre mondiale, pour commémorer une vraie grande victoire, elle devait s'appeler, entre guillemets, la Voie triomphale et devenir un quartier d'affaires. On commença à exproprier les habitants de la zone concernée dans les années 30. Ils sont restés chez eux tant que les travaux n'étaient pas commencés. Mais ce qui était très grave, ils ne purent pas vendre leurs biens pendant une trentaine d'années. Et ensuite, leurs propriétés n'ont été rachetées qu'au prix fixé par l'administration, bien en dessous du cours du marché. La Deuxième Guerre mondiale a mis un sérieux bémol sur l'appellation triomphale. Le projet est reparti avec énormément de lenteur et de lourdeurs administratives sur des bases déjà archi dépassées par l'évolution des techniques et de la société. Donc, prévoyant un quartier construit au bout de 30 ans à partir de 1971, j'ai étudié ce que pourrait être la vie d'un enfant né dans ce quartier et le monde d'alors, et j'ai baptisé mon projet l'enfant de l'an 2000. Évidemment, la date était symbolique, car à quelques années près, il n'y a pas une grosse différence. Maintenant, on y est. Voilà ce que je disais, ayant étudié ce que les médias de l'époque nous faisaient connaître.
principalement la presse écrite, surtout les magazines, la radio et la télévision n'étant pas trop présentes sur ces sujets. Pour l'avenir, je m'appuyais sur les livres de futurologie. Je précise que la futurologie n'a rien à voir avec les diseuses de bonne aventure. C'est une discipline très sérieuse qui essaye de dégager les tendances à venir pour aider les industriels ou les hommes politiques dans leurs choix à long terme. L'état de la planète. J'abordais diverses pollutions de toutes sortes, les eaux contaminées, la raréfaction de l'eau douce et du pétrole, la déforestation, la disparition des espèces animales et végétales, le risque nucléaire, la surpopulation galopante qu'on avait baptisée la bombe des naissances, la faim dans le monde, les voitures envahissantes, l'air irrespirable des villes, etc. Comme quoi, tout ce dont on parle actuellement était connu depuis longtemps. Mais pas grand monde y prêtait attention. Si on parlait des risques à venir, on nous rétorquait « c'est la peur de l'an 1000 qui réapparaît », avec un haussement d'épaule de quelqu'un repu et satisfait de son sort. Le même qu'on retrouvait quelques années après, commençant à s'inquiéter sérieusement. Le quartier. Une transformation radicale impliquait des modifications en profondeur dans plusieurs directions simultanément. Technique. On pouvait supposer des constructions très différentes si certaines technologies à l'étude aboutissaient, comme par exemple la cristallographie contrôlée qui envisageait de faire pousser entre guillemets le béton, lui donnant des formes inattendues. Apparemment, en 2008, c'est toujours de la science-fiction. Juridique. Il était envisagé de construire du privé sur de l'institutionnel. Sociétal. Je proposais la suppression des écoles. Le quartier devait être comme un îlot protégé, sans voiture, les axes de circulation étant soit autour, soit souterrains. Les constructions devaient se faire sur la périphérie dans des formes de collines variées. Les appartements privés recouvrant les bâtiments publics ou commerciaux enterrés. Les bâtiments devaient être recouverts de jardins en terrasse, mi-privés, mi-publics, au milieu desquels on devait pouvoir circuler par des jeux d'escalier et de cheminement agréables. La partie centrale devait comporter un grand espace jardin, jeux et éducation pour les enfants. Ceux-ci devaient étudier chez eux avec l'aide de la télévision. Entre parenthèses, maintenant avec Internet, ce serait plus facile et interactif. Fin de la parenthèse. Et sous le contrôle de parents éclairés ayant reçu une formation. Ils complétaient leur éducation par des jeux dans le jardin, sous le contrôle des membres de l'éducation nationale et de parents devant assurer périodiquement une sorte de service civique d'éducation. Quand je parlais de cette proposition à un ami de mon père enseignant dans une école normale formant les professeurs des écoles à Versailles, il me dit que les chercheurs arrivaient à la même conclusion. Il faudrait arriver à la disparition de l'école telle qu'on la connaît. Mon idée n'était donc pas si farfelue, même s'il ne semble pas qu'on soit engagé dans cette direction. Quant à l'avenir, si on ne voyait pas pointer certains progrès technologiques, et encore, on n'avait pas vu venir les ordinateurs personnels, Internet et les téléphones mobiles, on le pressentait sombre, très sombre. Et pourtant, on ne savait encore rien du trou dans la couche d'ozone, ni du réchauffement climatique et son lot de catastrophes naturelles. En termes de conclusion, je terminais mon projet en disant qu'on allait inéluctablement aboutir à une gigantesque poubelle à tous les points de vue, matériel et moral, et qu'une guerre nucléaire serait du romantisme à côté. Habituellement, une session de passage devant le jury durait de 15 à 20 minutes, très éprouvante. Mais devant ces aspects inattendus et novateurs de l'architecture et de l'urbanisme, je dus répondre à de nombreuses questions et ma session, établissement un record de durée, se déroula pendant 2 heures et quart. J'obtins mon diplôme à l'unanimité du jury sous les applaudissements d'une 60aine d'élèves qui s'étaient agglutinés tout autour au fur et à mesure que le temps passait, surpris
et intéressés par ce ton nouveau. Quelques-uns vinrent me trouver après, m'encourageant à former un groupe de recherche et de réflexion. Mais j'étais épuisé, et je n'avais pas eu l'intention de m'engager plus avant. Cependant, pourquoi pas? Prudent, je leur demandais de porter sur le papier leurs réflexions sur ce sujet, pour qu'on ait des bases de travail. On se reverrait dans une semaine. Personne n'est réapparu. Le soir même, j'offrais un gueuleton de remerciements à ceux qui m'avaient apporté leur aide, comme il était d'usage après chaque diplôme. J'avais réservé le premier étage chez un ami étudiant en architecture qui avait ouvert un restaurant asiatique, Apsara, rue Montorgueil, pas encore à la mode. Il s'appelait Tan Tan. Je n'ai jamais su quel était son nom ou son prénom. C'était un petit Vietnamien du Cambodge. Il avait habité longtemps dans le pavillon de ce pays, à la cité universitaire, et m'invitait de temps en temps à assister à la projection de reportages ou documentaires sur ce qui s'y passait. La soirée fut très festive, mais derrière la joie, je sentais la nostalgie m'envahir. C'était fini les beaux-arts. Une belle page de ma vie était tournée. 3 mai. Je débute dans une nouvelle agence d'architecture à Boulogne. J'espère que ce sera une place stable. Malheureusement, elle ne va pas durer. Je ne regrette pas. C'était loin et l'ambiance ne me plaisait pas. Je commence à devoir retourner à la boutique qui m'a vendu le buggy pour différents petits problèmes de frein ou de capote. Mauvaise nouvelle. Les affaires au Maroc ne marchant plus comme avant, Azaguri me prévient que sa proposition d'embauche ne tient plus. Adieu le soleil et les pieds dans l'eau. Pas tout à fait. Jésus, qui est le roi pour monter des boutiques sans argent, me propose une association. Il reprend la boutique de Jean Bouquin, qui avait eu son heure de gloire sur le Vieux-Port à Saint-Tropez. Je lui apporte de l'argent et me voilà parti pour 3 mois sur la Côte d'Azur. Au volant de mon buggy et accompagné de mes 2 fennecs, Chabi et Tara, je vais faire des ravages dans la jante féminine. Aux informations à la radio, j'apprends qu'il y a eu une tentative de coup d'État au Maroc. Une terrasse où se tenait une réception officielle avec le roi, comprenant de nombreux invités français, diplomates ou travailleurs installés dans le pays, a été mitraillée par un avion de guerre. Il y a de nombreuses victimes. J'aurais pu en être si j'étais engagé comme prévu. Peut-être que je l'échappais belle. On est installé dans une fermette, en pleine campagne, à côté de Gassa. C'est très nature, même dans les chambres où on est entassé à plusieurs lits par pièce. Les repas se prennent tous ensemble autour d'une grande table en plein air. Jésus, sa femme, ses enfants, ses amis. J'ai vite compris que l'association a tourné court. Jésus ayant une curieuse conception de la parole donnée quand il s'agit d'argent. Je sais que c'est très courant. Tant pis, je prendrai 3 mois de vacances. Je les passe en circulant avec mon buggy du gîte au Vieux-Port, où je viens quand même dans la boutique de vêtements et d'accessoires faire le joli cœur auprès des belles clientes. L'une d'entre elles, une Hongroise d'une trentaine d'années, à l'allure très aventurière et très élégante, me révèle en confidence qu'elle a eu son premier amant à l'âge de 8 ans. Son initiateur était le jeune prêtre qu'on lui avait donné comme précepteur. Je n'avais pas déplu, me dit-elle, et la relation a duré 2 ans avant qu'on s'en aperçoive. Ensuite, je vais faire un tour à la plage, où même en pleine saison, il n'y a pas trop de monde. Je dois très vite déchanter question conquête féminine. Les belles dames sont soit accompagnées, soit à la recherche de portefeuilles bien garnis. Mon beau buggy ne pèse pas lourd face au yacht qu'elles ont dans le collimateur. De toute façon, ce genre de personne ne m'a jamais attiré, et j'ai eu la chance de ne rencontrer que des femmes désintéressées. Certaines sont même férocement gardées. Un soir, après que je sois resté tout l'après-midi debout dans la boutique, je vais boire une bière avec Jésus à un des bars du port. Je suis assis sur un tabouret au comptoir. Celui-ci est situé entre la terrasse, côté où je suis assis, et la salle. Abruti de fatigue, j'ai le regard fixe, perdu dans le vague, tourné vers la salle. Je ne regarde rien de particulier. À un moment, je redescends de mon hébétude en remarquant un type sec et nerveux qui se lève très agité
et qui a l'air de me regarder. Effectivement, il vient vers moi, l'air mauvais. Qu'est-ce que tu as fixé ma femme depuis un moment? Hein? Quoi? Je regarde plus attentivement et je vois effectivement une jolie blonde. Je n'avais même pas remarqué, d'autant que mon intérêt se porte principalement sur les brunes. Il est très hargneux et agressif. Il cherche visiblement la bagarre. En n'ayant aucune envie, et aussi par lâcheté, je m'adresse à Jésus, qui a une dizaine d'années de plus que moi et qui est un peu comme mon protecteur. Dis-lui qu'on vient juste de travailler, qu'on est fatigué et que je ne regardais rien de précis. Après quelques explications tendues, le type finit par se calmer et retourne s'asseoir. Et même si j'avais regardé, pour un simple regard, il était presque bagarré. Quelle mentalité! Les joies du buggy. Sur la route, en pleine campagne, un pneu crève. Il n'y a pas de roue de secours sur cet engin. Je dois monter la voiture sur un cric, que j'ai quand même. Et ensuite, il faut faire rouler la roue, qui est très lourde, pendant plusieurs kilomètres pour atteindre un garage. Le garagiste débordé me confie les outils, mais refuse de démonter la jante en alliage d'aluminium fixée par plein d'écrous. Je dévisse, dévisse, dévisse. Il répare la chambre à air. Je remonte le pneu. Je revisse, revisse, revisse. Je paye, puis roule, 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 jusqu'au buggy qui est toujours là. Ouf, ça se paye, l'originalité. Un jour, dans la boutique, je vois entrer Nicole G, que je connais de Paris, une bonne bourgeoise, un peu noble et désargentée, qui est amie, ou plutôt sert de dame de compagnie, à une très riche japonaise. Aki est mariée à un banquier anglais richissime, qui la laisse vivre sa vie à sa guise. Nicole me présente. J'ai tout l'air de lui plaire. Elle a bien 15 ans de plus que moi, mais comme beaucoup d'Asiatiques, elle ne les paraît pas. Elle m'invite à lui rendre visite. En fin d'après-midi, je me rends dans les parcs de Saint-Tropez, un lieu très fermé, réservé aux plus riches. J'annonce ma visite au poste de garde, qui filtre les indésirables, et après un parcours au milieu de très belles propriétés, j'arrive à une des plus somptueuses au bord de la mer. Elle l'a louée un prix exorbitant, probablement pour ses vacances. Enfin, pour la saison d'été. Quand j'arrive, elle est en train de terminer le cours de chant qu'elle prend avec le chanteur Lenny Escudero, bien sympathique, avec ses éternels cheveux longs. Aki aimerait tenir un rôle dans Peau d'âne, la comédie musicale de Michel Legrand, tirée du conte de Perrault. Elle a une jolie voix. Ensuite, je l'observe un moment dans ses activités domestiques avec ses employés de maison. Pauvre petite femme riche. Il est clair qu'elle n'est pas heureuse. Toujours sur les nerfs. Elle ne peut pas admettre, comme tous les gens très riches que j'ai pu approcher, qu'avec tout son argent et son gâchis égoïste, elle puisse avoir un petit rhume comme le commun des mortels. Elle m'offre un repas succulent et bien arrosé de grand vin. Puis, après m'avoir fait fumer des choses dont on ne doit pas parler, on entame une folle partie amoureuse où s'expriment pleinement les charmes de l'Asie et tout particulièrement du Japon. Après, repu, apaisé, mais l'esprit confus et dans le vague, je reprends la route de Gassin en pleine nuit. Les phares éclairent mal la route cahoteuse. Dans la brume qui emplit mon cerveau, je vois les virages se jeter sur moi férocement. Je suis content d'arriver enfin à bon port. J'ai bien cru ne jamais y arriver. Aki partait peu après pour Venise, d'où elle m'appelle à la boutique. Elle m'invite à la rejoindre. Youpi! Je pars le lendemain matin et traverse toute la péninsule italienne dans mon engin bruyant. J'y arrive sans encombre à la tombée du jour. Après avoir laissé le buggy au parking, je prends le Vaporetto, ce bus aquatique qui permet de se déplacer sur le Grand Canal. La nuit est complètement tombée et les bâtiments sont éclairés par une pleine lune resplendissante. C'est magique. J'ai l'impression de remonter le temps. Je ne serais pas surpris de voir apparaître des personnages en tricorne, avec épée aux côtés, accompagnant de belles dames masquées et en perruquet, en robes longues à volants et jupons, et profond décolleté. On arrive place Saint-Marc. C'est extraordinaire. Les mots sont bien petits et insuffisants, surtout quand on n'est pas écrivain, pour décrire l'émotion que provoque cette ville et son architecture,
que je connaissais déjà à travers mes études. Les illustrations des livres se sont animées en 3D, 3 dimensions, comme on dit maintenant. Je me rends à pied à l'hôtel où elle est descendue. J'étais ignorant des hôtels de Venise. Surprise, elle a choisi un palace, peut-être le palace. Le Danieli est d'une richesse inouïe. En plus, elle a réservé la suite. Aki me fait bon accueil dans l'immense salle de réception au plafond très haut. Des moulures tarabiscotées tout autour. De grands miroirs vénitiens remplissent les murs entre d'immenses fenêtres ouvrant sur la lagune et sur le grand canal. À chaque bout, il y a une chambre. Sa chambre richement décorée, avec un lit à baldaquin pour l'amour, et la mienne, beaucoup plus sobre, pour le sommeil. On va passer 3 jours merveilleux. Promenade dans les petites rues, visite d'église, distribution de grains de blé aux pigeons sur la place Cinq-Mars, avec un ou deux perchés sur ma tête ou mes épaules. Grande fête avec défilé de gondoles richement décorées sur le grand canal. On y assiste aux premières loges dans une gondole qu'elle a louée. Visite des verreries de Murano, un conte de fées. Mais c'est moi Cendrillon. Au moment du départ, je constate qu'elle a 13 valises de différentes tailles, toutes de la même marque. Je me fais la réflexion que quelqu'un d'aussi riche aurait pu s'offrir des bagages plus luxueux que ces valises de prise unique. C'était la première fois que je découvrais la marque Vuitton. De retour à Paris, j'ai espéré la revoir. Mais pour elle, je n'avais été qu'un passe-temps d'été. Elle n'allait pas se commettre avec un genou, un gigolo. Son côté profondément égoïste et égocentrique commençant à m'insupporter, je ne l'ai pas trop regretté. Retour à Saint-Tropez. Jésus me présente à Vangelis qui y séjourne. C'est le musicien grec très célèbre qui avait été connu avec les Aphrodite Childs en 1968 pour la chanson Rain and Tears, interprétée par Dimis Roussos. Il veut se rendre en Grèce, et comme il déteste prendre l'avion, il en a même peur, il cherche un véhicule pour le transporter. Jésus lui a parlé de mon buggy, et on étudie cette possibilité. Je suis quand même dubitatif. Vangelis est un grand gaillard brun, chevelu et barbu, assez corpulent. Assis dans le siège baquet, il est complètement coincé et ne peut pas faire un mouvement. À l'arrière, il y a simplement une banquette pas très confortable. Il faudrait y installer non seulement sa compagne, d'un bon format elle aussi, qui devrait se plier en 4, mais aussi son grand chien et ses bagages. Et c'est loin la Grèce. Malgré tout, il persiste dans cette idée. Il paiera tous les frais et je serai rémunéré. Heureusement, au bout de quelques heures, sa compagne réussit à le raisonner et lui faire dépasser sa phobie. Finalement, il prend l'avion. Peu de temps après, à la radio, on apprend que le ferry reliant Brindisi en Italie à la côte grecque, qu'on aurait très bien pu prendre si on avait fait ce voyage, avait pris feu et qu'il y avait de nombreuses victimes. Ai-je encore une fois échappé à une catastrophe protégée par une force supérieure? Je reverrai quelquefois Vangelis à Paris, dans son grand appartement du 16e arrondissement. Il m'y reçut chaleureusement, partagea la feta et me fit connaître Dimis Roussos. Après, il s'installa à Londres. Une quinzaine d'années plus tard, Iris Clair le connaissant, lui parla de mes tableaux animés en musique. Profitant d'un de ses passages à Paris, elle réussit à le faire venir chez moi. Vangelis fut tout surpris de me revoir et d'apprendre que j'étais le créateur. Il parut s'intéresser beaucoup à la démonstration, mais il me déçut par son questionnement insidieux et ce qu'il me dit. Ce qu'on entendait de lui, ce qui l'avait rendu célèbre, n'était pas sa vraie musique, qu'il composait pour lui seul. J'étais beaucoup choqué que quelqu'un d'aussi renommé ne puisse pas faire connaître ce qui lui tenait le plus à cœur. Mais surtout, ces questions n'étaient pas celles qu'on pose quand on veut acquérir une œuvre ou qu'on envisage une collaboration. C'était plutôt la recherche d'informations pour prendre mes idées. J'en fus convaincu quand j'appris que lui-même faisait de la peinture, assez médiocre d'après Iris, et souhaitait l'animer en musique. Il n'y eut pas de suite, je ne l'ai plus revu. Déception. Une ravissante blonde entre dans la boutique. Elle vient nous proposer des gilets en macramé qu'elle réalise elle-même. Elle vient de Nice
et ne sait pas trop où loger. On lui propose l'hébergement. Ça colle. Je pousse l'hospitalité jusqu'à la recevoir dans mon lit. Ça lui convient. Seulement, elle m'empêche de dormir. Elle reste constamment éveillée, fonctionnant aux amphétamines. Au bout de quelques jours, n'en pouvant plus, je lui dis d'aller macramer ailleurs. Jésus, resté plus tard que moi sur la côte, la revit quelques semaines après. En si peu de temps, à cause de cette drogue, elle avait perdu toute sa beauté et ressemblait à un vieillard. Avis aux amateurs. La porte était mal fermée et les fenêtres sont parties à l'aventure dans la nature environnante. C'est déjà arrivé quelques fois avec Chubby. Et cette fois encore, on le retrouve 3 jours après, peu de temps avant que je remonte à Paris. Tara, la petite femelle, par contre, a dû céder au mirage de Saint-Tropez, et comme beaucoup de jeunes femmes qui y viennent, je ne la reverrai jamais. Dernier week-end, allongé sur la plage de Pampelonne, je fais enfin une rencontre au bout de 3 mois. Martine se fait bronzer les seins à l'air. Ils sont très beaux. Elle est souriante et chaleureuse, jolie, sympathique, tout va bien. Mais elle repart le soir même chez elle. Qu'à cela ne tienne, j'irai la retrouver là où elle habite. C'est sur le chemin du retour à la capitale. Tiens, c'est à La Ciotat. Ça me rappelle quelque chose. Mais c'est à l'autre bout, dans une zone de belle villa où elle habite chez ses parents. Michel, elle habitait dans un quartier ouvrier près du centre. Je loue une chambre dans un hôtel proche et Martine vient m'y rejoindre pour une folle soirée. Nos chemins se sépareront après. C'est fini, le temps du courrier romantique que je guettais chaque jour. Dommage. Fin septembre, première panne sérieuse avec le buggy. Moteur cassé. Il faut aller sur 3 pattes jusqu'au garage. Il se trouve en pleine campagne, à 2 kilomètres de la gare, qu'il faut faire à pied pour rejoindre la station Massy-Palaiseau, tout au bout de la ligne du RER. Le garagiste, un jeune type entreprenant, me donne rendez-vous pour venir le chercher quand il aura remplacé le moteur par un autre d'occasion. Il n'a pas le téléphone, encore difficile à obtenir. Quand je reviens à pied récupérer mon engin, il n'est pas prêt, et je dois rebrousser le chemin, toujours à pied, de fort méchante humeur. Ce petit jeu se reproduira hélas plusieurs fois. Mon studio, rue Grégoire de Tours, est un vrai piège à filles, et je m'en donne à cœur joie. Ne rencontrons pas de grand amour capable de me stabiliser. Un matin, une conquête vient me retrouver avant d'aller à son travail. Après déjeuner, une autre se pointe et le soir, une troisième vient pour des ébats qui commencent à être un peu fatigués. C'est arrivé une seule fois. Et à part le plaisir masculin de la conquête, je n'en ai rien retiré de vraiment satisfaisant. Une autre fois, j'ai attiré dans mon antre un cas particulier, par curiosité. Elle était petite, originaire du Sud, avec d'énormes seins. Je voulais les voir de plus près et aussi les toucher. On a bien rigolé. Dans mon carnet d'adresses, il y a toujours une douzaine de filles que je peux appeler. Mais comme aucune ne m'attire fortement, je me décide toujours au dernier moment pour une rencontre immédiate. Finalement, je me retrouve souvent seul. Comme à cette époque, je ne supporte pas la solitude, je vais traîner dans les bars à la recherche de cœurs esselés. Mais je ne rencontre que des paumés ou d'autres solitaires. Déprimant. Je vais pour monter dans le buggy, garé près du boulevard Saint-Germain. Horreur! 3 pneus sont crevés à coups de couteau ou de poinçon. Il faut démonter les roues et les rouler une par une jusqu'à un garage vers Sèvres-Babylone. Ça m'a pris des heures. Le soir, réparé, je le gare au même endroit. Le lendemain, 2 pneus sont encore crevés. Réparation. Cric, roule, 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 comme un gros cerceau. Rebouchage du trou, retour, remontage, main sale. Cette fois, je vais porter plainte, sans illusion, au commissariat. Apprenant que ça s'était passé au même endroit, le policier me conseille de tendre moi-même une embuscade. Je me vois mal guettant des heures, caché dans un coin. Et si j'avais une arme, tirer sur le premier gamin qui s'approche de trop près.
J'adopte la solution qui me semble la plus sage et je vais me garer beaucoup plus loin, près des quais. Était-ce un jaloux ou une amoureuse éconduite? Je ne le saurai jamais. 16 octobre 1971. Je débute dans une place qui devrait être de longue durée à la GCE. J'avais fait la connaissance toute amicale d'une petite blonde à Saint-Tropez, qui était à la fois la secrétaire particulière et la maîtresse du patron. Grâce à elle, je pus être embauché. La société s'occupait de la coordination de grands chantiers et avait besoin de quelqu'un pour assurer sur place la reprise en main d'un chantier en pleine déconfiture. Il s'agissait de 2 immeubles de 14 étages chacun à Maison-Alfort. La structure en béton était achevée, mais la coordination entre les divers corps d'État fonctionnait complètement de travers. Les ingénieurs de la GCE établirent un nouveau plan de coordination et j'étais chargé de veiller sur place à la bonne marche du chantier, surveiller l'avancement, la qualité des travaux et assurer la direction des réunions de chantier périodiques. Dit aussi simplement, ça paraissait une sinécure. Mais ce n'était pas du tout le cas. C'était la première fois que j'étais confronté à la réalité de la construction et que les murs en béton n'étaient plus de simples traits sur le papier. Je redoutais particulièrement quand le couvreur, très sympathique, voulait me faire constater un problème d'étanchéité sur la terrasse au 14e étage. Les ascenseurs n'étaient pas encore installés. C'est haut, 14 étages. Et une fois que j'avais fait le constat, et essoufflé, et les jambes rompues, il me disait: Bon, maintenant il faut voir l'autre bâtiment. Descente avec le tournis, arrivé à bout de souffle, le cœur au bord des lèvres, et battant la chamade sur la 2e terrasse. Redescente, avec la tête qui tourne et les jambes qui se dérobent. Le soir, je dormais bien. Les réunions de chantier se passaient généralement dans une atmosphère houleuse, tendue, avec force vocifération. Chaque entreprise rejetait sur une autre les retards qui s'accumulaient. En essayant de mettre de l'ordre dans tout ce bazar, je commençais à avoir des crampes d'estomac. Le buggy retombe en panne. Nouveau moteur à changer. Et pendant le temps d'immobilisation, je dois me rendre au chantier lointain après un très long trajet en métro et une marche à pied d'un bon quart d'heure. Je récupère le buggy. Au bout de quelque temps, nouvelle panne. Il se trouve que c'est le salon de l'automobile où je ne vais jamais d'habitude. Et là, sans savoir pourquoi, je m'y rends. Je me sens plutôt attiré par le salon de l'occasion. D'un seul coup, je tombe en arrêt devant une splendide voiture rouge sombre à un prix accessible. C'est une grosse Jaguar 3,8 litres S, avec des roues à rayons comme autrefois, et des sièges en cuir blanc. Je ne réfléchis pas trop au fait que le prix soit si bas. J'en tombe amoureux. Je craque. Je l'achète immédiatement. Pour se déplacer et se garer, ce n'est pas la maniabilité du buggy. Et très vite, je me rendrai compte de la consommation d'essence énorme de cette voiture. 23 litres d'essence aux 100 km en conduite raisonnable, qui pouvait monter jusqu'à 35 litres en conduite sportive. Il y a 2 réservoirs, un sur chaque aile à l'arrière. Rapidement aussi, je ferai connaissance avec la fragilité des pompes qui envoient l'essence au moteur. Je me sens le roi au volant. Mais pourquoi faire? Les places arrière ne me servent à rien, ni le grand coffre à bagages. Les pannes se succédant, je la rapporterai à un garage qui m'annoncera que cette voiture avait été accidentée et que le châssis était maquillé. Je l'ai revendue à perte pour m'en débarrasser. En 3 mois, ce caprice, d'autant que j'avais une deuxième voiture, même si elle était immobilisée provisoirement, avait mis mes finances à plat. Une seule fois, elle m'a été utile. Début 1972. Je rentre à pied, boulevard Saint-Germain. À l'angle de ma rue, je vois une ravissante asiatique avec des bagages qui attend un taxi improbable. Je m'approche. Elle parle anglais. Elle est américaine, d'origine chinoise, et doit se rendre à Orly, prendre un avion pour rentrer aux USA.
Galamment, je lui propose de la conduire. Ma Jaguar fait bonne impression. Sur l'autoroute, elle m'apprend qu'elle est modèle photo, spécialisée pour ses mains, et me les montre. Elles sont admirables, fines et délicates, avec des doigts longs protégés par des ongles soigneusement taillés et vernis en rouge. Elle m'explique que les grands mannequins n'ont pas toujours de très belles mains. Elle vient alors se positionner derrière elle, cachée pour l'objectif, et avance sa main à la place de celle de la star. Sur la photo, l'illusion est parfaite. Elle se déplace un peu partout dans le monde pour faire photographier ses mains. Chemin faisant, l'attraction réciproque devient de plus en plus grande. Je lui demande si elle est obligée de prendre ce vol. Elle me dit que non. Elle peut repartir le lendemain. Arrivé à Orly, je fais demi-tour sans m'arrêter. Direction rue de Grégoire de Tours. À propos, autrefois, cette rue portait deux noms différents. La partie dans laquelle j'habite s'appelait rue des Mauvais Garçons et l'autre partie, en traversant le boulevard, rue du Cœur Volant. Le destin ne pouvait pas mieux choisir pour cette partie de ma vie. On va dîner dans un restaurant. On ne s'est pas touché. On rentre. On se couche. Je lui ai prêté un kimono rouge en satin. Elle est adorable. Elle s'allonge. Sans qu'il y ait eu le moindre baiser préliminaire, le moindre contact, j'écarte délicatement les pans du kimono, lui embrasse sa jolie poitrine menue et continue de descendre très doucement pour entamer une partie d'amour comme si nous étions de vieux complices. La nuit fut très belle. Le lendemain, je la reconduisais à Orly, pour de bon cette fois. Un accident très grave vient d'arriver. Un ouvrier qui ne portait pas son casque de protection, pourtant obligatoire, a reçu une poutre sur la tête. Fracture du crâne. Il en est mort. Du coup, la discipline que je suis chargé de faire appliquer se resserre. Personne ne peut plus entrer sur le chantier sans casque. Un jour, 3 ouvriers veulent entrer sans leur casque. Malgré mes rappels à l'ordre, ils refusent de suivre la consigne. Le ton monte. Je me dirige alors vers la baraque de chantier pour téléphoner à leur entreprise. Les 3 sur les talons. Je me retrouve seul dans la pièce, avec ces 3 énergumènes qui ne veulent en faire qu'à leur tête. Ils ont manifestement des mauvaises intentions à mon égard. J'en mène pas large. Je ne suis pas rassuré et crains de passer un sale quart d'heure. Heureusement, le chef de chantier, qui avait vu de loin l'altercation, entre et s'interpose. Il est grand, bedonnant, bâti comme un lutteur de foire. Très vite, les 3 trublions se taisent, mettent un casque et vont travailler. Dès qu'ils sont partis, j'appelle leur société. Le lendemain, ils ne sont plus là. J'ai eu chaud quand même. La vie de chantier peut être assez mouvementée. Ce satané buggy est encore en panne. Je prends le métro sur la ligne numéro 1. Entre les stations Georges V et Franklin Roosevelt, mon regard croise celui d'une splendide japonaise. Coup de foudre immédiat et réciproque. C'est la seule fois de ma vie où ça s'est passé si vite et si intensément. Elle descend à Franklin Roosevelt. Bien que ce ne soit pas ma destination, j'en fais autant. Je l'aborde. Elle parle un français parfait, avec un très léger accent et une voix douce qui la rendent encore plus désirable. Masako est très raffinée et cultivée. Elle vient de Kyoto et son arbre généalogique remonte au VIe siècle après Jésus-Christ. Elle appartient à une très grande famille noble et travaille à Paris dans une société d'importation japonaise. On se revoit très vite. C'est la passion. C'est brûlant, c'est fou. Plus personne d'autre n'existe. Il n'y a plus qu'elle. Elle n'est pas toujours disponible, mais on se voit dès qu'elle le peut. Plusieurs fois, je lui propose de passer la nuit avec moi, mais elle ne peut pas. Je respecte sa vie privée et ne lui pose pas de questions. Une fois pourtant, elle me propose de passer tout le week-end avec moi. Je suis fou de joie. Lundi matin, je l'accompagne à son travail dans mon buggy, qui roule bien pour une fois. Au moment où elle va descendre, je vois un jeune type venir de mon côté. « Je suis son mari, je voudrais vous parler. »
Le ciel me tombe sur la tête. Je l'ignorais. Elle descend. Je gare la voiture et les rejoins dans un café. Son jeune mari, il a 5 ans de moins qu'elle et paraît encore plus jeune, est très digne, très fair-play, calme en apparence. Masako, comme beaucoup de japonaises, voulait fuir le Japon et la situation pénible dans laquelle les femmes y sont enfermées. C'est un des pays les plus machos du monde. Arrivée en France, pour pouvoir y rester, il fallait qu'elle se trouve un mari. Seulement, avec la libération des mœurs, les hommes d'expérience qu'il lui aurait fallu ne se mariaient plus. Elle a donc rencontré ce petit jeune, d'une bonne famille bourgeoise, bien élevé, mais sans aucune expérience de la vie et surtout de la sexualité féminine tout en nuances. Avec moi, elle avait trouvé ce qu'il lui fallait. On avait le même âge et beaucoup de points communs. Seulement, on n'était qu'au début de notre relation. Pas encore suffisamment engagé. Je n'habitais qu'un petit studio et elle disposait d'un bel appartement. Il lui demanda de choisir entre lui et moi. D'un côté, l'amour-passion, mais aussi l'aventure. D'un autre côté, l'amour serein et la sécurité. Elle a fait le choix que fait la majorité des gens et préférait la sécurité. J'en fus meurtri, mais réaliste. Je comprenais que je ne pouvais pas lui permettre de vivre avec le même confort. Comme notre histoire n'avait pas duré très longtemps, la blessure ne fut pas trop profonde. Plusieurs jours après, elle me téléphona et m'avisa que sa société avait reçu un lot imprévu de motos qu'elle cédait à un prix très inférieur. Connaissant mon goût à cette époque pour les belles machines, elle me proposait d'en acquérir une, bénéficiant de cette opportunité exceptionnelle en guise de cadeau d'adieu. J'achetai donc une magnifique Kawasaki 350 rouge, la star du moment, une vraie bombe. J'aurais pu choisir une 750, mais j'ai eu un peu peur qu'elle soit trop dangereuse pour moi. J'en profitai pour vendre le buggy. Il marchait bien à ce moment, mais m'avait coûté cher en argent, en temps perdu et en énervement. En un an, il avait eu 5 moteurs. Les moteurs Volkswagen étaient réputés pour leur fiabilité quand ils poussaient une lourde carrosserie. Mais le fait de les faire monter rapidement en régime avec un buggy si léger les faisait vieillir prématurément. Je rentre du travail sur ma nouvelle moto. Je roule à 120 km/h sur l'autoroute qui longe les bords de la Marne. Quand d'un seul coup, le guidon part de droite à gauche. Surpris, j'ai un moment de panique. Je me cramponne de toutes mes forces au guidon qui me fait zigzaguer avec violence. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de circulation. J'ai compris. Le pneu avant a crevé. La poignée de gaz immédiatement lâchée et le frein arrière appuyé très fort, la moto continue très vite sur sa lancée. C'est un moteur 2 temps. Il n'y a pas de frein moteur. Alors qu'avec la Honda 750 que j'aurai par la suite, avec son moteur 4 temps, il suffisait de lâcher la poignée d'accélération pour être stoppé presque immédiatement. Ça y est, la moto a beaucoup ralenti. Ouf, je relâche un peu ma concentration et vlam, me voilà parti en glissade sur une centaine de mètres avant de m'arrêter indemne sur l'herbe du bas-côté. Un automobiliste qui suivait a assisté à toute la scène. Il se précipite à mon secours. Merci monsieur, tout va bien. Je n'ai rien. Mon blouson bien protecteur était raflé sur une manche. Seule la moto est légèrement abîmée. Tout près, il y a un garage et le métro Charenton-École à proximité. Encore un avertissement sans frais. La vie de chantier a de bons côtés. Un rapport de camaraderie virile œuvrant dans un même but. Et parfois, des pique-niques dans une chaude ambiance. La recette à succès, on enveloppe des merguez ou des truites ou autre chose, accompagnées d'épices, dans du papier d'aluminium bien étanche. Et on le plonge dans du goudron liquide brûlant. Quand on estime la cuisson à point, on retire le paquet dégoulinant. Le goudron se solidifie rapidement. Avec précaution, on retire la gangue qu'il forme. On ouvre l'alu et on se régale. Par contre, la tension quotidienne, et surtout celle des réunions de chantier,
me provoque un tel état de stress que je dois aller consulter un médecin. Il me préconise 3 semaines d'arrêt maladie. La direction de la GCE est furieuse. D'autant que mes relations avec les ingénieurs n'avaient jamais été vraiment bonnes, en raison des vieilles rivalités avec l'école des beaux-arts et les ingénieurs. Je reçois un avis de licenciement pour faute grave, sans indemnité. C'est parfaitement illégal. On ne pouvait pas licencier quelqu'un en arrêt maladie. Et quelle faute grave? Je prends un avocat et poursuis la GCE au tribunal des prud'hommes. Maître Michel Parucci, dont j'avais été le premier client, apprend que la direction a porté plainte contre moi pour cambriolage. On tombe dans l'abjection. Je suis peiné de voir que ma copine, secrétaire du patron, s'est prêtée à cette mascarade. Je serais entré par effraction dans les bureaux pour venir voler mon dossier uniquement. Dans quel but? La ficelle est trop grosse. Je menace de me retourner contre eux pour diffamation entre autres. Réalisant sa bévue, le directeur retire sa plainte. Il est condamné par le Conseil des prud'hommes. Après moins de 6 mois de travail, je touche une indemnité de licenciement de 3 mois. Je m'inscris au chômage. C'est la 2e fois que je gagne un procès en prud'homme. Quelques années auparavant, j'avais été engagé pour du long terme par un architecte, Reynaud, dont le cabinet se trouvait avenue Victor Hugo, tout près de l'Arc de Triomphe, au fond d'une cour verdoyante. Cet architecte avait été dans les années 50 un des plus importants de France. Mais comme beaucoup de confrères, les affaires ne suivant pas, il avait tout perdu. Au moment de mon embauche, il essayait de remonter la pente. Plus rien n'était à son nom. Sa voiture et son hôtel particulier étaient au nom de sa femme. Il conservait quand même beaucoup de relations et travaillait sur des projets importants qui pourraient le sauver s'ils aboutissaient. Il avait beaucoup d'allure, très chaleureux. Venant des beaux-arts lui-même, j'étais un peu son préféré. Les autres jeunes architectes qu'il employait venaient de l'école spéciale d'architecture, école privée et coûteuse, ce qui occasionnait quelques tensions entre nous. J'étais très bien payé, le premier mois. Je travaillais sur plusieurs grands projets au Gabon. Quand ils auraient abouti, je serais chargé de les suivre sur place. 2e mois. Difficulté de paiement. On n'est pas payé du tout. C'est ennuyeux. Mais après le premier gros salaire, je peux tenir un moment. Et on comprend qu'il puisse y avoir des retards quand il s'agit de gros versements pour les projets importants. Le mois suivant non plus n'est pas payé. On commence à grogner ferme dans l'agence. Enfin, le salaire est assuré. Mais les 2 mois non payés ne le sont toujours pas. Ni les mois qui suivent, rétribués. Mais le retard toujours pas rattrapé. Le patron nous fait alors une proposition très alléchante. Il nous dit qu'il se sent âgé et fatigué de devoir tout diriger. Il nous propose la création d'un consortium d'architectes. Nous ne serions plus salariés, mais associés et rétribués en honoraires, directement en proportion des bénéfices. On dirait un énorme coup de chance. La dizaine que nous sommes pourrait être catapultée dans la profession. On s'interroge, on se renseigne. Des confidences transmises par la secrétaire du patron nous mettent en garde. C'est en réalité un projet monstrueux. Dans la nouvelle société, on prendrait part aux bénéfices. Mais avant qu'il y en ait, on devrait prendre en charge tout le passif du cabinet d'architecture. Il est colossal et nous risquons bien d'être endettés pour le restant de nos jours. Les mois passant et le retard toujours pas réglé, je décidai de poursuivre l'agence au prud'homme, seul. Les autres hésitent toujours à cause du mirage de ce rêve fumeux, le consortium. J'ai bien fait. À quelques jours près, je perdais tout droit sur cet argent, ce que le patron savait et que nous ignorions. Un employé n'avait pas le droit de faire crédit à un employeur et au bout de 6 mois révolus, celui-ci ne devait plus rien aux salariés pas informés et trop confiants. Une copine américaine éphémère, Suzanne, me propose son appartement de Montparnasse, qu'elle doit quitter.
en échange d'une petite indemnité pour quelques aménagements qu'elle y a fait. Il est beaucoup plus grand que mon studio, où je commençais à me fatiguer du manque de soleil et de Saint-Germain-des-Prés, nettement moins amusant depuis que l'école des beaux-arts avait éclaté. 3 pièces spacieuses, bien ensoleillées, avec de grandes baies vitrées du sol au plafond et d'un mur à l'autre au 10e étage. Mi-1972, j'y emménage et le partage avec Nicole Rivoire. Je la connaissais depuis quelques années. Elle avait une boutique de vêtements, Modus Vivendi, située derrière le Bon Marché. En raison de sa gestion des plus fantaisistes, elle y avait perdu l'argent que son père lui avait donné en pré-héritage. On a à peu près le même âge. Elle connaît beaucoup de monde, des gens intéressants. Elle est vive et intelligente. On s'amuse bien ensemble. C'est comme une nouvelle sœur. Quand elle a un boyfriend, on organise un dîner avec ma, entre guillemets, fiancée du moment. Sinon, on sort ensemble à des vernissages ou des soirées. C'est une période très agréable. La cohabitation avec Nicole a été un des bons moments de ma vie. Mais que vais-je faire de ma vie? Mes études et les emplois dans l'architecture m'ont fait connaître et étudier l'ensemble de la construction. J'ai travaillé sur des bâtiments administratifs, des plans d'urbanisme, des garages, des théâtres, des hôpitaux, des tours de bureaux, des constructions agricoles, des usines clés en main, des stations thermales, des stations de ski, des centres commerciaux, des habitations individuelles, des recherches de nouvelles structures, des monuments historiques, des lycées, de la rénovation d'hôtels du XIIe siècle, des immeubles d'habitation de grand standing, de moins grand standing et de pas de standing du tout. Ouf! J'en étais arrivé à la conclusion que la réalité de l'architecture ne convenait pas à mes aspirations. Et surtout que l'avenir qui m'attendait risquait d'être une alternance de travail et de chômage. Quant à monter ma propre agence, la période hippie m'avait marqué, et je rêvais confusément de liberté et de quelque chose plus grand que simplement gagner ma vie. On disait même que ceux qui croient gagner leur vie, en réalité, la perdent. J'en avais assez de la grisaille parisienne, de certains côtés étriqués et petits de la France, de l'Europe. Et l'idée de quitter tout ça pour l'inconnu et l'aventure commença à m'envahir. Partir, d'accord, mais où? Les États-Unis? Certains côtés me plaisaient beaucoup, mais d'autres m'insupportaient. Ça ne sera pas mon premier choix. En Asie, les conflits qu'il y avait un peu partout me l'interdisaient. En Afrique noire, j'allais probablement rencontrer le néocolonialisme raciste. Cette pensée ne me plaisait pas. Les différents États arabes, leur façon de considérer les femmes ne pouvait pas me satisfaire. Le Canada, je connaissais déjà un peu et me plaisait beaucoup. Mais l'hiver, alors le Brésil, pays d'avenir, architecture moderne, musique à mon goût, climat chaud et paysages luxuriants. On le dit sans racisme, tant les couleurs de peau sont mélangées et que les filles sont belles. Ça me va très bien tout ça. Va pour vous le Brésil. Que vais-je y faire? Et je ne connais pas la langue, je n'en sais rien. On verra bien. En attendant, pour préparer le départ, j'accumule un petit magot en faisant des jobs d'appoint pour compléter l'allocation chômage. Je questionne mon entourage pour avoir le maximum d'informations et peut-être trouver quelque chose à faire. À la Coupole, la grande brasserie célèbre de Montparnasse, je retrouve par hasard un couple hippie qui chantait dans Hair. Elle est toute petite et source d'embrouille. Lui est très grand, pas très futé. Je n'avais pas d'affinité avec eux, mais ils me font bon accueil et m'annoncent qu'ils partent à São Paulo. Mis au courant de mon projet, ils me donnent leur future adresse, Soft Machine, rappelant le célèbre groupe de rock. Une boutique tenue par un Anglais, vendant des jeans alors très à la mode dans la bonne société pauliste. De toutes les recommandations écrites que j'obtiendrai des uns et des autres, je n'aurai aucun résultat. Ce sont ces deux hippies qui m'aideront à trouver ma voie et me faire connaître au Brésil les relations point de départ de mon aventure. Fin décembre 1972,
sur le trottoir de l'avenue du Maine, au bout de la rue du Commandant Mouchotte où j'habite à présent, je vois une ravissante personne qui semble attendre. Je m'approche. Elle est métissée asiatique, les cheveux longs, châtain blond, grande pour une Vietnamienne. Elle attend sa sœur. Elle me plaît beaucoup, et c'est réciproque. C'est Paula. On se voit presque tous les jours, souvent le midi et le soir. Elle est infirmière. Sachant mon départ proche, je suis indécis dans mes relations avec elle. Mais apprenant qu'un autre la courtise de près, je l'invite à m'accompagner au Brésil. Elle accepte. 27 février 1973. J'ai rendez-vous avec Claude Doucet au numéro 8 du boulevard Magenta, tout près de là où je viendrai m'installer 2 ans plus tard. Il est le fils de Max Doucet, l'ancien animateur de radio qui fut une gloire nationale dans les années 50 avec ses grosses moustaches à la Groucho Marx, sous le nom de Zappy Max. Claude est associé à Nabil, un Libanais négociant avec tout ce qui se présente, et ami de Nicole, qui me les a fait connaître. Ils ont monté un commerce de lithographie et sérigraphie artistique, alors en plein développement, et me proposent de les représenter au Brésil. Je ne connais rien au marché de l'art, mais Claude me tranquillise en m'indiquant les ficelles du métier assez simples à connaître, et me rappelant mes connaissances en histoire de l'art acquises aux Beaux-Arts. Il me confie un stock d'œuvres. Me voilà marchand d'art. Ça me va. 8 mars 1973. Dernier coup d'éclat en architecture. J'assiste à la cérémonie de prestation de serment. Je suis inscrit à l'ordre des architectes. 21 mars 1973. Paul, une voisine corse, me présente à son cousin Charles qui m'initie au commerce des pierres fines. 1er avril 1973. Départ pour Zurich avec Paula. Et de là, envol pour Rio de Janeiro et l'aventure. Fin.